vous avez pas vu, c'est une terrible intro. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture d'avril. Et j'imagine bienvenue à toutes et tous parce que je suppose que nous allons avoir, sinon plus de yeux sur cette émission, en tout cas beaucoup de nouveaux yeux sur cette émission. Donc bienvenue. Ça c'est la Poupou. La Poupou, elle miaule quand j'enregistre. C'est comme ça. Tu veux venir sur les genoux ? Donc ça c'est la Poupou. Vous pouvez dire bonjour à la Poupou si vous voulez. Sauf si vous écoutez cette émission en podcast, auquel cas, vous pouvez également dire bonjour à la Poupou, mais vous ne la verrez pas, car c'est tout le principe d'un podcast. Bon, l'éclairage est dégueulasse, mais j'ai envie de profiter du soleil, donc désolé, moi je vais être dans l'ombre. Là, c'est dans la lumière, le bureau qui sert à rien, que vous voyez pas, est dans la lumière. C'est des choses qui arrivent. Alors oui, donc du coup, bienvenue dans cette émission. Qu'est-ce que c'est le coin lecture ? Parce que bon, on va parler un petit peu aux nouveaux et aux nouvelles. Le coin lecture, c'est une émission où je parle de ce que je lis, et c'est aussi simple que ça, et c'est sa seule ambition. Je suis pas un expert en lecture, je suis pas un maître analyste, je suis pas un spécialement littéraire, je suis un gars qui lit des livres. Et vraiment, ayez pas plus d'attente que ça avec cette émission. Alors après, j'ai quelques petits trucs un peu rigolos, genre par exemple, le mois prochain, c'est le mois spécial livre du public, parce que si vous êtes auteur ou autrice, il y a des conditions dans lesquelles vous pouvez m'envoyer votre livre. Bon, il y a toute une logistique après derrière, je rentre pas dans les détails, mais voilà, je peux lire vos livres. Une fois par mois d'ailleurs, je lis un livre du public. Il y a le mois spécial classique en septembre, il y a le tournoi spécial vos suggestions qui commence en août, on aura le temps d'en parler à ce moment-là. Il y a le mois spécial saga, ça c'était en mars je crois, où je lis que des tomes de saga, soit que je finis une saga que j'ai commencé, soit que je commence une nouvelle. Voilà quoi, voilà, il y a plein de petites choses, et puis il y a quelques petits, quelques petits gimmicks rigolos que j'ai voulu ajouter ce mois-ci. Rien à voir avec le fait qu'il y allait avoir des gens qui allaient arriver dû à la vidéo sur Link the Sun. Non, il y avait des choses que j'avais envie d'ajouter parce que je me suis dit que ce serait une bonne idée de dynamiser un peu cette émission. Et il y a un truc qui va revenir, je vais pas vous en dire plus pour le moment. Donc en général, on parle à peu près de 3 ou 4 livres par épisode, mais le mois dernier, il y a eu les capsules 6.0 qui m'ont pris 10 jours dans le mois. 10 jours pendant lesquels il a été très difficile de dégager du temps pour lire, donc du coup j'ai pratiquement pas lu. Et après ça, en revenant, j'ai voulu faire une pause. Là j'enregistre je me suis pris une semaine de semi-vacances. J'ai pas lu non plus pendant cette semaine-là. Là je m'y remets gentiment, mais voilà, j'ai lu que 4 livres le mois dernier. Ce qui est pas... Il y en a un que j'ai pas fini. Mais bon, c'est pas mal. Mais du coup, ça remplit assez mal les 4 épisodes, les 3 épisodes, pardon, que j'ai envie de faire ce mois-ci. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va surtout parler de ce livre-là. Le mois prochain, on va parler de 2 autres, ces 2-là. Et c'est très visuel ce que je suis en train de faire là. C'est pour le podcast, c'est absolument nickel. Et la 3e semaine, on parlera de celui-là. Donc cette semaine, on parle de Sublime d'Emma Schutz. Emma Schutz. La semaine prochaine, on parlera de Seul sur Mars d'Andy Weir et d'un livre de vieweuse qui s'appelle La Rose d'Éclédia de Fanny Luer, et dans 2 semaines on parlera de Betty de Tiffany McDaniel. Donc alors le premier livre dont nous allons parler, Sublime d'Emma Schutz. Avant toute chose, je pense que pour être transparent avec vous, il faut que je vous précise que Emma est une Patreon, donc une Plectreon. Donc ça veut dire qu'elle me soutient, elle fait partie du club du coin lecture, donc elle savait qu'elle aurait son retour très tôt. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y a également Mathieu Rochelle qui a écrit le livre Les 5, qui faisait partie du club du coin lecture, et j'ai lu son livre alors qu'il était déjà membre. Et ça s'est fait aussi dans l'autre sens. Il y a Janice Moria qui a écrit le livre Désagrégé, témoignage d'une handicapée dans son parcours dans l'éducation nationale. Et elle a rejoint le club après que j'ai parlé de son livre. Je préfère vous le préciser parce que je lui ai mis un A-, et je comprendrais qu'on se dise... Donc faut payer pour la bonne critique ou comment ça se passe ? Très important, pardon, pour les nouveaux et les nouvelles. A-, c'est pas la note que je pense que le livre mérite, parce que je n'ai pas cette prétention. Je ne sais pas ce que les livres méritent. Pour moi, c'est un peu une aberration, et si on peut le faire, faut avoir une culture et un recul que je suis à des années-lumière de posséder pour avoir cette prétention-là. Ce que je note, c'est uniquement un ressenti de lecture. Sur une échelle de F à A, très exceptionnellement S quand c'est quand ça un livre qui a changé ma vie, quoi, ou qui a fait date dans ma vie en tout cas. F, c'est une catastrophe, et puis ensuite on monte. E, j'ai vraiment pas aimé. D, j'ai pas aimé. C, je l'ai lu.
B, j'ai bien aimé. A, j'ai vraiment adoré. Et c'est modulé par des plus et des moins quelquefois. Et généralement, faut plus écouter ce que je dis, c'est là que c'est le plus intéressant. Vous allez comprendre la note en général quand je vais en parler. Si vous suivez le coin lecture régulièrement, vous savez que Mathieu Rochelle, le pauvre, lui, ça l'a pas aidé que d'être membre du club du coin lecture. Là, en l'occurrence, j'essaie vraiment de garder l'esprit ouvert, j'essaie vraiment de garder la tête froide, de me détacher du fait que voilà que je suis en contact avec l'autrice pour me centrer sur mon ressenti à la lecture. Enfin voilà, je vous parle vraiment de ce que je pense du livre. Et forcément, ça va être parasité. Je suis pas un pur esprit, mais j'essaye de faire en sorte que ça le soit le moins possible. Papillons, il y avait des papillons dehors, ça m'a distrait. Je vous lis le résumé sur la 4e de couverture. Sublime, donc Sublime c'est le nom de la saga, la chimère. 7 camarades de l'académie se réveillent sur l'herbe argentée d'une prairie inconnue. Pardon, je vous explique pourquoi ça me fait sourire après. S'ils pensent d'abord à un examen de simulation, les majors de la promotion sont vite rattrapés par la réalité. Piégés dans une étrange citadelle, ils deviennent les proies du jeu sadique auquel s'adonne une cour charismatique de jeunes nobles hédonistes et anthropophagas. Qui des amoureux de la jardinière, de l'actrice, du sportif ou des stratèges remportera la victoire qui sera dégustée. Emma Chutes a vu le jour pour la première fois. Oh, pardon, a vu le jour pour la première fois. Généralement, quand on dit a vu le jour, on sous-entend que c'est pour la c'est un euphémisme pour dire est né. A vu le jour pour la première fois, la toute première fois avec ses yeux de bébé nouveau-né en 1993. Très vite, elle s'est aperçue qu'elle préférait la nuit, le meilleur moment pour bouquiner, écrire. Écoute. Non, si, je vais continuer parce qu'il y a un truc intéressant. Autrice de science-fiction fantasy, elle veut s'échapper des cases et de la binarité par tous les moyens. Inséparable de sa ménagerie de chats et de chiens, elle adore le rose, le chiffre 3 et colorer ses cheveux. Elle déteste l'intolérance, elle déteste l'intolérance. Il y a assez peu de gens qui adorent l'intolérance. Les épinards et plein de textures très spécifiques parce qu'en plus du reste, elle est autiste. Depuis mars 2021, elle écrit l'Imaginarium, une infolettre bi-hebdomadaire. Bon, nous autres les cons on dit newsletter, mais voilà. Une infolettre bi-hebdomadaire aux mails poétiques et politiques, créatifs et inclusifs, féministes et optimiste. La chimère, ouverture de la trilogie Sublime et son premier roman. C'est alors c'est très malheureusement, et je dis très malheureusement, je vais expliquer pourquoi, c'est malheureusement édité chez Beetle Books. Le drame de cette histoire, c'est que l'éditrice de Beetle Books est décédée. Et que du coup, le livre de... C'est déjà triste en soi, mais du coup, le livre Sublime n'est plus édité. Donc, si vous voulez vous le procurer, ben, ma foi, je suis à peu près sûr qu'elle lira les commentaires. Demandez-le lui, je pense qu'elle vous fournira un lien pour télécharger un e-book. Enfin, il y a moyen de moyenner. Mais en version papier. Si vous êtes éditeur, si vous connaissez des éditeurs, elle en cherche. Je fais là pour le coup ça craint, tu vois, niveau neutralité, c'est absolument terrible. Mais je me permets parce que j'ai trouvé le livre vraiment très très bon. Le livre ou les livres, ça c'est un débat que j'aimerais qu'on ait. Parce que comme vous le voyez, si vous regardez cette vidéo, c'est un pavé. C'est un pavé de 780... Non, pardon, ça c'est l'annexe. Oh là là, qu'est-ce qu'il est... 778 pages. N'importe quoi. 778 pages, déjà, c'est trop. Et ensuite, c'est écrit petit. c'est un monstre. Mais c'est d'autant plus un monstre que le livre est divisé en 3 parties. Et moi, je suis extrêmement surpris, parce que du coup, j'ai parlé avec l'autrice. Je suis extrêmement surpris parce que j'étais sûr et certain que c'est une trilogie qu'elle a voulu rentrer dans un livre. Et elle dit que non. Et je la crois, j'ai pas de raison de pas la croire. Mais les 3 parties, donc il y a l'île Vaisseau, l'île Nuage et l'île Citadelle, c'est le nom des 3 parties, probablement pas dans le bon ordre, mais voilà. Les 3 parties ont vraiment la structure de 3 tomes différents. D'ailleurs, ça a un peu joué contre le livre, parce que déjà au départ, donc effectivement, et c'est pour ça que ça me faisait rire de lire le résumé sur la 4e, c'est que c'est le début de la première partie. C'est vraiment résumer tout Star Wars, toute la non-analogie Star Wars, en disant... Quand Obi-Wan Kenobi arrive sur Tatooine, il ne se doute pas qu'il va faire une rencontre qui va changer l'ordre de la galaxie. Oui, non. C'est un très mauvais résumé de Star Wars. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est le tout début. Mais alors, les 7 camarades, ils sont pas importants très longtemps. Hein. Ils sont... comment dire ? Parce que du coup, la première partie du livre... Et du coup, j'ai un peu envie de vous en parler comme si c'était 3 livres. Parce que vraiment, je l'ai vécu comme ça.
dans le sens où chaque partie a sa protagoniste qui, pour le coup, est la même. Ah là 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 là, est-ce que c'est la même protagoniste pour les trois Disons oui. Disons qu'il y a un personnage qui est clairement le personnage principal des trois parties. Mais elle vit très clairement trois arcs différents. Et au début de la deuxième partie et de la troisième partie, on a la présentation de plein de nouveaux personnages. Enfin, vous voyez Harry Potter, quoi. T'as le premier tome, avec ses personnages, machin truc. Deuxième tome, tu restes avec Harry, avec Ron, avec Hermione, et tu retrouves Dumbledore, Hagrid, enfin, tu retrouves des... Voilà. Mais t'as plein de nouveaux personnages qui arrivent aussi. Et ben là, c'est ce qui arrive au début de la deuxième partie et au début de la troisième partie. Ce qui vraiment donne l'impression de lire une trilogie rentrée dans un livre. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? Alors, la première partie, c'est voilà, c'est ce qui est résumé sur la quatrième. 7 membres d'une académie un peu mystérieuse se retrouvent dans un jardin, on va dire ça comme ça, dans une clairière. Ils savent pas comment ils sont arrivés là. Alors, au départ, ça fait un peu bon, ok, c'est un peu cliché comme trope, mais bon, faisons ça. Et c'est un peu difficile de s'identifier à eux parce que ils sont 7 dès le départ. Tu mets vraiment un moment à dégager un personnage principal parce que là pour le coup aucun ne respecte le cliché quoi du protagoniste, le héros ou l'héroïne qui clairement c'est clairement c'est toi qu'on va suivre. Il y en a une/1 parce que c'est une personne gender fluid donc voilà, qui donne l'impression d'être un peu notre repère dans l'histoire. Et en fait tu vas découvrir l'univers de Sublime. Moi ça m'a beaucoup évoqué la façon dont tu découvres l'univers dans La Passe Miroir. Tu suis des personnages qui vont essayer de comprendre, mais c'est pas facile de comprendre et du coup toi tu vas galérer aussi un peu. C'est une qualité, c'est un compliment que je fais là. On va pas te balancer l'univers en mode c'est comme ça. C'est non, le personnage il va galérer à comprendre. Enfin, les personnages vont galérer à comprendre parce qu'on shift de point de vue régulièrement. Les personnages vont galérer à comprendre et tu vas galérer à comprendre aussi. Mais les personnages sont très bien caractérisé je trouve. D'ailleurs, ça me donne l'occasion d'introduire un truc que j'ai envie de faire dans les coins lecture à partir de maintenant, c'est-à-dire vous présenter le personnage du livre, la citation du livre et le moment du livre. Parce que ça me permet moi d'ancrer un peu plus mes lectures dans quelque chose de concret. En l'occurrence, la citation du livre, je vais vous la donner parce que c'est la caractérisation d'un personnage qui s'appelle Victor. Victor est un sac à merde qui essaye très tôt dans le livre d'agresser sexuellement une de ses camarades, qui se laisse pas faire et qui lui pète le bras. Et j'avais un peu peur, en fait non, mais on aurait pu penser que Victor allait être, c'est un antagoniste, quoi, un antagoniste secondaire dans l'histoire. Et des fois on a le point de vue de Victor, et son point de vue, je le trouve très justement écrit. Et je vais vous lire ça, et ça va me permettre d'aborder la question du style après. Elle lui avait déboîté le bras. Il n'en revenait pas. Elle lui avait pété le bras d'un coup d'un seul et l'avait planté là sans un mot de plus, sans une explication, sans rien. Rien de tout ça ne faisait sens. Pas la douleur qui irradiait dans son épaule, pas celle qui martelait son entrejambe, ouais, elle lui a laté les couilles en plus. Il avait... Ça c'est pas moi, c'est pas dans le texte, c'est moi qui précise. Il avait la tête légère et pourtant l'articulation de son avant-bras hurlait, électrisait tout son corps, enflammait tous ses nerfs et de ses bijoux de famille meurtris émanait une insoutenable souffrance. Tout ça parce qu'il lui avait proposé de passer un bon moment, d'officialiser leur association, de se donner du courage, de se sentir plus vivant face à la potentialité de la mort. N'était-ce pas ce qu'il y avait de plus humain? Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle avait réagi aussi violemment. Certes, elle avait essayé de le repousser, cela fait partie du jeu, n'est-ce pas? Il n'avait pas reculé car il se doutait que ses hésitations n'étaient que pure forme, qu'elle en brûlait tout autant que lui. Sinon, jamais il n'aurait poussé ainsi, évidemment. Il s'était contenté de lire les indices qu'elle lui donnait. L'exclusion de Gabriel, un autre personnage, afin qu'elle soit seule, oui, c'est écrit à l'inclusif. Ses coups d'œil répétés, la recherche du réconfort qu'il pouvait lui offrir, et puis sa poitrine palpitante, sa chaleur, le rouge qui lui montait aux joues, autant de signes de son désir. Alors pourquoi n'avait-elle pas souhaité partager cette extase avec lui? Il n'avait offert que ce qu'elle avait demandé. Voilà, je trouve que elle justifie très bien Victor. C'est-à-dire que lui pense être dans son bon droit, lui il a interprété des signaux, c'est lui qui est complètement à côté de la plaque. C'est pas juste qu'il est méchant, c'est pas juste ah la salope elle va me le payer, c'est genre j'ai pas compris parce que clairement elle avait envie et là voilà, j'ai pas compris. Alors là, du coup, maintenant, il est en colère. Enfin voilà, il y a pas une justification bizarre à base de j'ai voulu l'agresser parce que je suis méchant. Non, c'était pas une agression, elle voulait. C'est plus subtil que ça. Et du coup, je trouve ça extrêmement cool en termes de caractérisation. Le style, alors je sais pas si vous y avez été sensible. Dans cet extrait-là, c'est pas évident, mais l'autrice flirte toujours avec le trop. C'est un défaut qui revient souvent dans les livres du public, c'est comme quand on est un peu hésitant sur comment écrire, quand on cherche encore sa patte, quand on est un peu... quand on cherche quoi, souvent on a tendance à surcompenser, à utiliser un maximum de mots savants, quitte à ce que ce soit mal adapté, voilà.
à ce que ce soit trop, à ce que ce soit difficile à comprendre, à ce que les phrases soient interminables, à ce que etc. Là, en l'occurrence, je trouve que l'autrice, souvent, elle est sur la limite, mais elle la passe très rarement. Il y a 2 moments où je me suis dit, non, là tu déconnes. Je les ai notés d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, voilà. Il y a 2 moments où je me suis dit qu'elle déconnait, c'était... 3 moments. Page 144, ça mérite un contexte, parce que si je vous donne juste la citation, ça va pas marcher. Alors Gabriel, qui a changé de genre depuis. Comme il s'y attendait, son bras engourdi chuta comme un poids mort, il n'y avait rien de pire que d'activer un membre endormi. On découvrait soudain le poids qu'il pesait. L'énergie déployée par l'épaule ne parvenait pas à mouvoir le moindre muscle. Vinrent ensuite les fourmis, s'immisçant cruellement, piquant et mordant, petite armée de réactivation portée par la progression sanguine reprenant ses droits. Gabriel enjamba les éclats qui constellaient le tapis et s'affala dans le fauteuil tout en malaxant de sa main fringante le bras engourdi, encourageant les hexapodes vengeurs. Là, trop. C'est-à-dire que il y avait aucun problème. T'avais déjà un peu filé la métaphore des fourmis avec piquant et mordant, petite armée de réactivation, etc., etc. C'était bien. Et puis quand tu commences à parler d'hexapodes vengeurs, là on est là doucement. C'est pas vraiment des fourmis, on voit ce que tu veux dire, un tout petit peu trop loin. Il y a page 561, non 369. Ah, il y a 4 exemples, mais je suis un connard, dis donc. Oh là là là, qu'est-ce que je cherche, la petite bête. Page 369. Non, mais c'est bien parce qu'il y a des gens qui doutent que je lise les livres en entier, donc ça permet de voir que c'est le cas. Page 369, nous avons... Ah oui, il y a une inondation et tu parles d'envahisseur aqueux. Je suis vraiment pas sûr que aqueux soit le bon terme. Je sais ce que ça veut dire, hein, mais je suis pas sûr que ce soit aqueux. Pour moi, c'est un côté scientifique. Et envahisseur aquatique marcherait pas non plus. Enfin, il y a un truc qui va pas à ce niveau-là, pour moi. Page 561... Tu parles de... Oui, voilà, c'est en parlant du fait qu'il y a... Bon, alors du coup, puisque les personnages... en fait, les anthropophages, là, c'est plus ou moins des vampires. Et il y a un personnage qui se transforme, qui se fait vampiriser. Et du coup, il y a une transformation physique qui passe, entre autres, par des noms plus aiguisés. Et parlant de ça, quand Arella s'extirpa de ses rêveries, elle ne se rendait pas au 10e point inférieur pour songer à son ivoire surdéveloppé. Ivoire surdéveloppé, je trouve que c'est... Je trouve que c'est maladroit. Mais c'est voilà, hein, de toute façon, tout ce que je dis, c'est que c'est jamais que mon avis. Et page 744, tu dis faire la différence entre le réel et l'onirique. Je sais pas si j'aurais utilisé onirique. Entre la réalité et le rêve. Des fois, c'est plus... Des fois, il faut savoir faire plus simple. Des fois, mais c'est jamais que mon avis. Si toi, ça te parle plus comme ça, évidemment, tu fais ce que tu veux. J'ai noté quelques coquilles, mais ça, je te le dirai peut-être directement. On va pas dire ça dans l'épisode. Donc voilà, le premier tome se termine... Enfin, le premier tome, la première partie s'arrête sur la victoire de l'un ou l'une des participants ou participantes. Le moment du livre, pour moi, c'est la toute fin. À la fin de cette partie, il y a un banquet. Dans ce banquet, il y a un personnage qui se voit donc proposer des plats. C'est le principe d'un banquet. Non, c'est pas le principe d'un banquet d'ailleurs. Un banquet, tu vas te... Non, ça c'est un... Oh merde, c'est pas vraiment un banquet, c'est plus un repas, c'est un... Oh, il y a une cérémonie quoi à la fin, voilà. À la fin, il y a un événement où les gens mangent, voilà, et on sert des plats à quelqu'un. Et il y a un personnage qui change très drastiquement d'approche à ce qu'on lui propose au fur et à mesure des plats. Et j'ai trouvé ce passage très fort dans la progression du ressenti de ce personnage-là. Et en fait, au fur et à mesure de ce tome, on découvre qui sont les éponymes sublimes. Les sublimes, c'est le nom de la race de vampires. Et à ce titre, mon personnage préféré, c'est Belladone. Il y a une des participantes qui s'appelle Lucrèce, qui, en essayant de se cacher, va se dissimuler dans la chambre d'une de ces sublimes, et la sublime en question est Belladone, et je crois que c'est le personnage qui m'a fait la plus vive impression dans cette première partie. Normalement, je fais un personnage, une citation, un moment par livre, mais là je vous dis, j'ai envie de le traiter comme une trilogie parce que je l'ai vraiment vécu comme ça. D'ailleurs, en commençant la deuxième partie, je me suis dit, attends, c'était déjà super chaud, il y avait déjà beaucoup de personnages qui rentraient dans un monde difficile à comprendre, et là du coup j'attaque la deuxième partie et tu m'envoies encore plus de personnages, en plus changement, shift énorme de point de vue. Évidemment, la plupart des personnages de la première partie sont morts, il y a qu'un seul personnage qui a remporté l'espèce de battle royale de la première partie, donc la plupart des autres sont morts, donc du coup il faut se réinvestir dans tout un set, et émotionnellement c'est pas évident quoi de se réinvestir. Je veux dire, moi quand je lis un tome 1, généralement j'aime bien attendre un peu avant d'attaquer le tome 2. Mais là, bon bah j'ai joué le jeu, je l'ai lu comme si c'était voilà, comme si c'était 3 parties. Ça finit par le faire grâce notamment au fait qu'on continue de suivre ce qui arrive notamment à Lucrèce et à Belladone.
dans cette deuxième partie. Qu'est-ce que j'ai gardé comme citation dans celui-là ? Ouais, là que je relis ce passage-là, enfin je me rends compte que j'ai oublié d'évoquer le fait que l'univers des Sublimes est extrêmement violent. Extrêmement violent, non seulement envers les humains, donc qu'ils chopent sur la Terre pour faire leur chasse à l'homme, mais aussi différents jeux, enfin les humains servent de bétail quoi, à ce peuple-là, qui se bouffent aussi eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a le bétail, mais il y a aussi des Sublimes qui font pas partie de la noblesse et qui bouffent qui bouffent certains qui appartiennent aux castes très inférieures. Mais même entre nobles, il y a des assassinats, il y a des très, enfin voilà, c'est très Game of Thrones, mais c'est très complot de cour quoi. Mais entre créatures semi-divines et pourtant très humaines. Ah là, j'ai la citation. Heureusement que son cher collègue lui prodiguait les conseils qu'il avait tirés de ses ouvrages préférés du bon marquis de ça dans l'occurrence, dire que c'était un humain qui avait mis sur papier tous ses délices d'ingéniosité. Ces créatures étaient vraiment étranges, si faibles et pourtant si inventives lorsqu'il s'agissait de se faire souffrir. Et c'est rigolo parce que ça rejoint exactement ce que j'étais en train de dire, c'est que les Sublimes sont très humains dans leurs sentiments, dans leur jalousie, dans leur cruauté, dans leur suffisance. Ils ont des défauts qui sont extrêmement humains, je trouve. Mais en même temps, il y a un gros aspect mythologie parce que c'est vrai que les dieux grecs ont aussi ces défauts de jalousie, de tempérament dégueulasse, enfin voilà. Du coup, je trouve ça très très cool. Dans cette deuxième partie, il y a un événement qui est organisé, qui est globalement j'ai envie de dire la confirmation de vampires, c'est-à-dire que c'est un événement que doivent passer tous les jeunes vampires, mais également celle qui a été transformée en vampire dans la première partie. Tout le monde n'est pas censé mourir, mais là encore, c'est un univers très violent, c'est-à-dire que s'il meurt, bon bah ça arrive quoi. Tant pis. Et souvent, il y en a qui meurent. Et là, c'est un bain de sang, là, en l'occurrence, cette année. Et mon personnage préféré de cette partie-là, c'est un personnage qui s'appelle Barky, ou Bracky. Non, Barky. C'est Barky parce qu'on se rend compte relativement tard de la nature de ce personnage-là. Et du coup, je peux très difficilement vous en parler sans spoiler, mais globalement, c'est un des nouveaux personnages qui commence son arc dans la partie 2. Et tu vois qu'il est mis en compétition avec d'autres gens comme lui. C'est un Sublime, mais c'est un Sublime ou c'est un humain? Je sais plus. Mais globalement, il est mis en compétition avec des gens comme lui, et tu le vois sombrer peu à peu dans la folie au fur et à mesure qu'on exige des trucs de plus en plus délirants de sa part. Et il les relève. Et à la fin, on se rend compte de sa nature exacte et de son rôle dans l'histoire principale, l'arc principal, en tout cas l'arc du personnage principal. Et d'ailleurs, il y a un moment, mon moment de cette partie-là, j'ai trouvé ça extrêmement fort, visuellement j'allais dire, mais c'est un livre. Il y a donc notre protagoniste qui est donc au milieu de son initiation, là, qui sait qu'elle est en danger parce qu'elle a bien compris la nature du monde dans lequel elle évoluait. Et à un moment donné, elle se rend compte qu'il y a un truc qui déconne. Elle est dans une forêt et elle voit à peine le ciel parce que les arbres sont immenses, voilà. Et à un moment donné, elle se rend compte que quelque chose déconne. Elle met un moment à capter, et quand elle capte, ça la frappe comme une massue. Tous les oiseaux ont arrêté de chanter. Tous les oiseaux se sont tus. Et j'ai compris en même temps qu'elle, il y a un prédateur qui arrive. Enfin, il y a un énorme danger qui arrive. Et donc voilà, et j'ai trouvé ce passage-là très très fort. C'est mon moment préféré de ce deuxième tome. Donc je vous ai parlé de mon personnage préféré, je vous ai parlé de mon passage préféré, je vous ai lu ma citation préférée. Si j'étais cohérent, je mettrais une autre note à ce tome-là. Mais en fait, c'est difficile parce que ce tome-là, il a été gâché par le fait qu'il a fallu que je m'attendais à ce que ce soit un deuxième tome et qu'en fait c'était une deuxième partie et qu'en fait c'était un deuxième tome. Donc on va pas faire ça, je vais rester sur A- sur tout le livre parce que c'est ça qui est ça. Et dans la troisième partie, enfin on en apprend un petit peu plus sur ce monde-là, parce que enfin on a le point de vue de la Terre, qui était pas complètement négligé jusque-là, mais jusque-là on avait des indices si vous voulez. Rien que sur la quatrième, on a 7 camarades de l'académie se réveillent sur l'herbe machin, ils pensent d'abord à un examen de simulation, donc d'accord, il y a une académie, il y a des majors, il y a des simulations, donc on est plus ou moins sur de la SF, même si c'est très secondaire par rapport au fait qu'on a quand même surtout des vampires quoi. Je dis vampires mais c'est des demi-dieux vampires, enfin tu peux pas vraiment les enfermer dans des cases. Ça évoque beaucoup les vampires. Et en fait ces personnages là, les Sublimes, ils exercent une fascination irrésistible sur les humains. Et donc dans ce troisième tome, il y a encore un autre événement. À chaque fois, les parties sont organisées autour d'un gros événement. Le premier, c'est la chasse à l'homme des humains. La deuxième, c'est cette intronisation des nouveaux vampires, enfin des nouveaux Sublimes. Et la troisième partie, c'est un genre non, c'est pas un genre, c'est un tournoi. C'est un tournoi auquel participent
plein de personnages relativement importants. Alors comme pour la deuxième partie, il y a encore un nouveau set de personnages qui arrive, mais il y a quand même énormément de personnages clés des 2 premières parties qui s'affrontent dans ce tournoi, et donc il y a un vrai côté n'importe qui peut gagner. Enfin, et surtout, qui va perdre? Comme je vous ai dit, c'est un univers extrêmement violent. Quand tu perds, t'as peu de chances de t'en sortir vivant après derrière. Et il y a une ribambelle de personnages, parce que là, je peux pas vraiment lui faire honneur en termes de nombre de personnages, parce que à la fin, il y a une annexe qui présente tous les personnages et les rapports qu'ils ont entre eux, la hiérarchie de ce monde-là. Très pratique d'ailleurs, merci beaucoup pour ça. J'y suis retourné très régulièrement. Ne serait-ce que pour me rappeler... Attends, ton lien avec les autres, c'est quoi exactement? Très bien fait, très clair, voilà. Et surtout qu'il y a plein de personnages qui sont finalement assez périphériques. T'as beaucoup de personnages très importants. Réa, le comte, Lucrèce, Belladone, Alice... Enfin, il y en a plein. Il y a vraiment plein de personnages qui sont très importants. May, j'ai pas parlé de May, qui est introduit dans la deuxième partie, mais qui a l'air d'avoir... qui a l'air d'être son... Franchement, j'hésitais à dire que c'était elle, mon personnage préféré de la deuxième partie. Alors, je vous ai même pas parlé d'elle, mais en fait, il y a tellement de trucs que, voilà. Dites-vous bien, c'est vraiment comme si j'essayais de vous résumer, peut-être pas tout Star Wars, mais voilà, quoi. Faudrait y aller. Faudrait y aller pour que je puisse vous parler de tout. Et donc, ouais, donc dans la 3e partie, on en apprend plus sur la Terre. C'est organisé autour de ce tournoi. Il y a des personnages qui avaient disparu dans la partie 1 qui reviennent. Et ça aussi, ça fait très tome 1, tome 2, tome 3. Alors, mon personnage préféré de ce 3e tome, j'ai noté que c'est Lucrèce. Et d'ailleurs, Lucrèce est mon personnage préféré sur le livre. Et oui, et mon moment préféré, c'est un dialogue entre Belladone et Lucrèce. Dès le départ, Belladone joue avec Lucrèce. Que Belladone est un antagoniste très fort, une antagoniste très forte. C'est une très grosse manipulatrice, une très grosse perverse, qui n'a vraiment que son intérêt en tête. Et il y a un dialogue. Et en fait, Lucrèce fait son possible pour essayer de mériter, de se montrer digne de Belladone. Et puis après, elle essaye de se voir plus haute que Belladone, parce que Lucrèce est un personnage qui est extrêmement ambitieux. Extrêmement ambitieux. Et il y a un dialogue où Belladone joue carte sur table avec elle, et ce dialogue est très dur pour Lucrèce. Et moi, je me souviens m'être dit, c'est à la fois limpide, parce que ça correspond parfaitement à la caractérisation de Belladone, et en même temps, ouch. Et en même temps, ouille. Donc ouais, non. Il est extrêmement riche. C'est frustrant, parce qu'évidemment, je peux pas vous en parler. J'ai zéro envie de vous le spoiler, parce qu'il est pas facile à suivre. Mais je vous le conseille très 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 fortement. L'autrice se fera un plaisir de vous partager des liens dans les commentaires. Maintenant, il est pas évident à lire. Il est très violent. Ah, trigger warning, allez, dans le... Violence générale, quoi. Violence générale, est-ce qu'il y a des viols? Oui, il doit y en avoir, oui, bien sûr. Ouais, il y a de la violence sur enfants, beaucoup. Ouais, voilà, il y a de la torture, il y a... Oui, il y a de la violence sexuelle, oui, beaucoup. Là, j'ai quelques exemples en tête. Bon, globalement, c'est une population assez déplaisante, hein, les sublimes. On n'a pas envie de les fréquenter, du tout. Mais c'est un univers extrêmement riche, et ma foi, une très très belle découverte. Je vous ai pas donné la citation, pardon, de la 3e partie. J'ai noté... Ah oui, Lucrèce. Il y a tellement de trucs dont je vous ai pas parlé. Mais il faudra les découvrir dans le livre, parce que je peux pas vous en parler sans spoiler, j'ai pas envie de vous le spoiler. Voilà. Tu ne comprends pas, s'écria Lucrèce. J'ai appris à me battre comme vous, j'ai gagné vos jeux, je fais tout pour me faire respecter et lui demande son interlocutrice. Je ne récolte que des portes fermées et des humiliations. Je ne sais pas qui je suis si je ne suis pas dans l'excellence. C'est un des rares moments d'honnêteté, j'ai envie de dire, de Lucrèce, un des rares moments de faiblesse de Lucrèce, où elle va dire très clairement ce qu'elle pense, où elle va craquer finalement. Elle va dire, là j'en ai marre, je suis parfaite et je m'en prends plein la gueule, je me suis toujours battue pour être la meilleure, et là encore je me bats pour être la meilleure, et je suis la meilleure, et vous continuez de me traiter comme de la merde, et je comprends pas. Voilà, c'est ma citation de cette 3e partie, mais on a déjà passé énormément de temps sur ce livre, donc on va s'arrêter là. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode. Un remerciement particulier à mes Plectrions. Alors là, il va y avoir que des nouveaux Plectrions, parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir rejoint les Plectrions ce mois-ci. En l'occurrence, merci à Alex Linotte, Antonoir, Corvus, Elkio, Jérémy, Mathieu Lamy, Nihilo, Niel, Polochon Street, Renaine, Rubiline et Tilimara. Merci à vous, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Seul sur Mars et de La Rose des Clédia, un livre de Vieweuse de Fanny Luer. Et d'ici à la semaine prochaine, je vous dis rien du tout, parce que j'ai failli oublier 2 trucs
Il y a deux trucs que j'ai envie de refaire dans cette... Enfin, un truc que j'ai envie de faire, un truc que j'ai envie de refaire dans cette émission. Le premier truc, c'est un top 10 dynamique, mon top 10 de l'année. Parce que ça, c'est une question qu'on se pose rarement. Est-ce que Sublime rejoint mon top 10 de l'année? Parce que je dis il est bien, mais à quel point est-il bien? Mon top 10 devrait apparaître ici. Je vais me faire un petit montage un peu rigolo, voilà. Bon, c'est incroyable. Et est-ce que Sublime rejoint mon top 10? La réponse est oui, directement à la 4e place, remplaçant, kickant au passage, Labyrinthe de Franck Tillier. Voilà, ça c'est fait. Et j'avais envie de revenir à la question de la semaine, parce que je trouve que c'est cool, ça vous fait un prétexte pour commenter, et je trouve ça chouette. Pas tant pour le référencement, parce que vous savez, cette émission-là, j'aime bien qu'elle soit confidentielle, j'aime bien qu'elle soit pas trop regardée, donc si elle peut être pas trop référencée, c'est cool. Mais j'aime bien aussi interagir avec vous, j'aime bien qu'elle soit vivante, cette émission, c'est ça qui est chouette. Voilà, c'est ça, vivante, mais pas successful. Voilà, si on peut trouver le juste milieu, ce sera nickel. Et j'ai envie de vous poser la question, étant donné que moi, franchement, en lisant ce livre, j'avais l'impression de lire une trilogie. Est-ce que vous aussi, vous avez des œuvres, vous avez découvert des œuvres, des livres, des films, j'en sais rien, des jeux vidéo, et vous vous êtes dit, ça, à la base, ça devait être autre chose. Ou alors, vous le savez, que ça, à la base, ça devait être autre chose, et vous avez vu des éléments qui trahissent un peu cette nature originale des œuvres. J'y pense notamment parce que il y a également le livre Prisme de Noah Descharles, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Dunklet, que j'ai lu et dont il m'a dit que à la base il l'avait pensé pour être un jeu vidéo. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des trucs où j'ai pensé jeu vidéo, notamment parce qu'il y a une espèce d'interface, enfin une espèce de zone centrale un peu, enfin qui faisait très hub, qui faisait très point de sauvegarde. Et donc voilà, et je me suis dit c'est rigolo parce qu'effectivement ça transparaît un peu dans le produit final. Est-ce que vous aussi vous avez des œuvres comme ça qu'est-ce que ça vous a... La question que je vous ai posée, est-ce qu'il y a une réponse qui vous vient? Terrible. Merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des deux livres dont j'ai déjà parlé et enfin que j'ai déjà évoqué. Oh, il arrive à rien, c'est terrible. Bonne fin de journée à toutes et à tous, à la semaine prochaine, bonne lecture, ciao. Olé, oh, oh. Bonne fin de journée à toutes et à... Non, enfin, là je la refais parce que j'ai trouvé que mon salut final avait pas un bon angle de coude. Donc on va la refaire en faisant comme ça. Salut, ciao.